Alors tout d'abord, j'espère que vous allez bien vraiment. Mais parlons franchement, est-ce que quelqu'un croit encore une seconde à la sincérité du régime algérien quand il assure vouloir tendre la main au Maroc? Franchement, il faudrait être naïf. On dirait presque que Abdelmadjid Tebboune et son entourage se sont précipités tête baissée dans un joli piège cousu main par Washington. Et un piège américain une fois refermé, ça ne fait pas dans la dentelle. Car oui, ce traquenard risque bien de leur exploser en plein visage. Et pourquoi donc? Eh bien, remontons à la fin juillet 2025. À ce moment-là, Tebboune, ou devrais-je dire Abdidoune, comme certains l'appellent avec ironie, aurait soufflé à l'oreille des Américains qu'il voulait bien enterrer la hache de guerre avec Rabat. Et franchement, pourquoi les émissaires de la Maison-Blanche auraient-ils inventé une telle déclaration? Dans quel but? Parce que soyons clairs, une Algérie en conflit avec le Maroc, ce n'est pas ça qui va perturber le sommeil stratégique de l'Amérique. Leurs intérêts, eux, ne sont pas menacés. Depuis les années 60, les États-Unis jonglent habilement entre Rabat et Alger, comme un équilibriste sur un fil tendu entre deux volcans. Ce n'est pas d'hier qu'ils savent jouer sur les deux tableaux alliés fidèles du Maroc d'un côté et partenaires stratégiques de l'Algérie de l'autre. Oui, même si le Maroc partage avec l'Amérique un ADN politique plus proche, jamais cette affinité n'a empêché Washington de serrer la main d'Alger avec le sourire. Mais tout ce bel équilibre a commencé à vaciller en décembre 2020, le jour où le Maroc a ouvert grand ses bras à Israël. Cette normalisation a sonné comme une détonation diplomatique dans la région. Et comme un effet domino s'en sont suivis des tensions à couteau tirées rupture officielle des liens montés de l'agressivité atmosphère irrespirable. Le ton a changé. Et pas en mieux, depuis le début, l'Algérie et le Maroc se regardent en chiens de faïence. Une brouille historique qui n'a jamais vraiment quitté la scène, même si elle a su par moments se glacer dans un silence glacial. Après les affrontements d'Amgala et la fameuse guerre des sables, on avait atteint un point de gel diplomatique froid polaire, mais sans jamais franchir le seuil de l'irréparable. Et puis août 2021 est arrivé comme un coup de tonnerre. Fini les silences gênés, rupture officielle des relations, ciel interdit entre les deux nations, surenchère militaire, provocation en cascade et une guerre par procuration qui s'étale sur tous les fronts, des micros des journalistes jusqu'aux campagnes d'intox en ligne. Tout y passe, diplomatie en ruine, médias en guerre, propagande agressive, pression psychologique et démonstrations militaires répétées, au point que l'ombre d'un vrai conflit semble plus proche que jamais. Pour Washington, le constat est limpide, ce coin du Maghreb coincé entre Méditerranée et désert pèse lourd dans l'équation géostratégique. Trop proche du flanc sud de l'Europe pour être ignoré et trop instable pour être laissé à lui-même. Les alliés de l'OTAN y jettent déjà un œil inquiet. Le Maroc, partenaire officiel aligné et approuvé, l'Algérie. Pas vraiment un allié, non, mais un vieil ami avec qui on aime garder le contact même si les câlins sont rares. Dans ce jeu d'échecs à ciel ouvert, les États-Unis flairent une opportunité en or se poser en arbitre bienveillant, tendre la main, calmer le jeu et au passage asseoir un peu plus leur influence dans une région qui pourrait vite leur glisser entre les doigts. Du temps de Joe Biden, Tebboune ne s'est jamais risqué à prononcer les mots « paix » ou « réconciliation » en parlant du Maroc. Pas une fois. Aucun engagement formel, pas même une phrase de façade. À la place, une litanie de demandes de garanties sécuritaires. Washington était prié de rassurer Alger « Non, Israël ne transformera pas le sol marocain en rampe de lancement pour des offensives sournoises ». Ce que voulait le régime algérien à cette époque, ce n'était pas la paix, mais la certitude que le royaume chérifi ne servirait pas de tremplin à des opérations d'espionnage, de sabotage ou pire, à une attaque frontale classique et bien réelle, une paranoïa déguisée en diplomatie. Et devinez quoi, Joe Biden a dit oui. L'administration américaine n'a pas seulement hoché la tête, elle a sorti la grande artillerie diplomatique, engagement pris, garantie donnée, preuve à l'appui. Dès la fin 2023, les couloirs d'Alger ont vu défiler des émissaires tout droit venus de la Maison-Blanche. De véritables ambassadeurs de la désescalade serrant la main de Tebboune, saluant Tchengriha et récitant le même refrain « Faites-nous confiance ». Entre 2023 et 2024, les discussions se sont enchaînées parfois à huis clos, parfois en grande pompe, jusqu'à ce que le régime algérien finisse par se convaincre « L'oncle Sam tiendra parole ».
Washington deviendrait le pare-feu, le bouclier, celui qui mettrait son veto à toute velléité belliqueuse du Maroc ou d'Israël contre l'Algérie. Rien que ça. Mais voilà, patatras, Trump débarque et tout l'édifice patiemment construit par Biden s'écroule comme un château de cartes. En un claquement de doigts, l'ambiance change. À Alger, c'est la panique. Le régime qui jusque-là jouait la montre se met soudain à transpirer. Et pour cause, Donald Trump, ce n'est pas exactement l'homme des demi-mesures. C'est lui qui a offert sur un plateau la reconnaissance du Sahara occidental au Maroc. Un geste que même ses prédécesseurs n'avaient pas osé. Trump, c'est la diplomatie bulldozer plus frontale, plus offensif et surtout bien moins diplomate avec ceux qui osent se mettre en travers du chemin de l'Amérique. Si tu ne joues pas selon SES règles, tu sors du jeu. Point. L'année 2025 n'avait même pas encore vraiment commencé que Donald Trump, fidèle à lui-même, lançait déjà une nouvelle croisade. Cette fois, c'était la guerre commerciale. Tous les pays affichant un déficit dans la balance commerciale avec les États-Unis étaient dans son viseur. Pas de jaloux. Et devinez qui s'est retrouvé sur la liste noire, l'Algérie, évidemment. Taxe punitive, 30%. Net précis sans sommation. Résultat, le régime de Tebboune a vu rouge. Panique à bord. Si le climat était déjà tendu, cette décision l'a transformé en véritable tempête diplomatique. Alger a compris qu'avec Trump, les cadeaux ne viennent jamais sans facture. Tebboune, sentant le vent tourner en faveur du Maroc à la Maison-Blanche, a tenté de tirer le frein à main. Hors de question pour lui de voir Washington s'enfoncer encore plus dans un alignement pro-marocain, surtout si cela risquait de faire basculer tout l'équilibre régional. Mais voilà son problème au moment où il aurait eu besoin de ses grands amis. Moscou et Pékin, tout partait en vrille. La Russie occupée jusqu'au cou dans sa guerre en Ukraine. Résultat, les livraisons d'armement à l'Algérie sont au point mort. Les fameux avions de chasse de 5e génération, toujours bloqués sur le tarmac russe. Et d'ici 2026 ou 2027 au mieux, Alger n'enverra que quelques unités. Rien de solide, rien d'assuré. Tant que Poutine continue de brûler ses stocks sur le front ukrainien, pas question de réapprovisionner qui que ce soit ailleurs. Autant dire que Tebboune se retrouve seul et à court de munitions. Et comme si ça ne suffisait pas, l'année 2023 a mis un sacré coup de pied dans la fourmilière du régime algérien. Premier camouflet, l'échec cuisant de l'adhésion aux BRICS, un rêve de grandeur internationale qui s'est évaporé en silence. Puis est venue la douche froide. Moscou, l'allié historique, commence à flirter sans gêne avec les Émirats arabes, unis l'Arabie saoudite et même le Maroc. Et pendant qu'Alger digère difficilement tout ça, la Russie plante discrètement ses drapeaux dans le Sahel. Résultat, la fameuse doctrine de l'Algérie, celle qui misait tout sur une fidélité presque aveugle à la Russie, commence sérieusement à prendre l'eau. À force d'observer Moscou multiplier les liaisons diplomatiques ailleurs, même les plus obtus à Alger se sont mis à douter. Et pour cause, quand ton soi-disant protecteur commence à fricoter avec ton rival, il devient urgent de revoir la copie. Le fameux grand frère russe, celui qu'Alger avait érigé en ange gardien de sa souveraineté, s'est peu à peu transformé en colocataire distant. Plus de promesses que de livraisons. Les armes n'arrivent plus ou alors au compte-gouttes et les calendriers de maintenance aux abonnés absents. Et ce n'est pas tout sur les dossiers chauds, la Libye, le Sahel, les Émirats arabes unis ou même le Maroc, Moscou et Alger se regardent désormais de travers. Trop de désaccords, trop de silence gênant. Résultat, la confiance s'est effondrée et avec elle l'illusion d'un soutien inconditionnel. L'échec de l'adhésion aux BRICS n'a fait qu'enfoncer le clou. Aujourd'hui même, les murs du palais présidentiel à Alger le murmurent. Poutine n'en a rien à faire de Tebboune. Le président algérien a fini par le comprendre, il n'est ni un allié stratégique pour le Kremlin, ni un ami que la Russie défendrait bec et ongles. En clair, pour Moscou, l'Algérie n'est ni un pari gagnant, ni une cause à défendre jusqu'au bout. Il faut se rendre à l'évidence, pour Vladimir Poutine, l'Algérie n'est plus vraiment dans le top 5 des priorités stratégiques. À ses yeux, l'Égypte a plus de charme, l'Éthiopie plus d'intérêt, les Émirats plus d'argent, et même le maréchal Haftar fait mieux figure de partenaire. Quant aux pays du Sahel, ils ont visiblement plus à offrir à Moscou que Tebboune lui-même. Résultat, à El Mouradia, c'est la douche froide. Tebboune encaisse mal.
Déçu de ne pas avoir su séduire le maître du Kremlin, il vacille. Que faire quand ton plan A te claque la porte au nez, misère sur la Chine, mauvais pari. Pékin, c'est du béton, pas de diplomatie émotionnelle, pas de grands discours. Juste du business, tu veux des armes. C'est simple, tu payes cash, pas de sentiments, pas de cadeaux, juste la facture. Le I, c'est que l'arsenal algérien, surtout quand on parle de technologie de pointe, parle russe couramment. Plus de 80% des équipements sophistiqués des forces armées d'Alger viennent tout droit des usines du Kremlin. Quelques navires font exception. Une poignée de corvettes siglées « Made in Germany » ou « Italia », histoire de varier un peu l'étiquette. Mais pour le gros du paquet, c'est 100% Moscou. Autrement dit, remplacez ça par du matos chinois. Bonne chance, les calibres ne sont pas les mêmes, la doctrine non plus, et l'interopérabilité, n'en parlons pas. C'est comme vouloir faire tourner une Lada avec un moteur de scooter électrique. Incompatible. Résultat, l'Algérie reste coincée dans un système d'armement russe dont elle ne peut ni se détacher ni moderniser facilement. Alors que fait Tebboune quand Moscou le snob et que Pékin lui parle en dollars, il pivote. Vite, cap sur Washington, et pas n'importe quand, pile au moment où Donald Trump refait surface. Pour lui, c'est une aubaine. Il se frotte les mains. Trump, c'est un homme d'affaires pur jus. Il ne jure que par les deals. Alors on va lui parler sa langue. Et le plan est simple. Ouvrir le portefeuille pour acheter du matos militaire made in USA, sortir la carte du gaz de schiste comme monnaie d'échange et même, soyons fous, proposer aux entreprises américaines un accès privilégié aux fameuses terres rares algériennes. Autrement dit, transformer l'Algérie en centre commercial géostratégique pour plaire à l'homme du deal. Soyons honnêtes, les fameuses terres rares d'Algérie, c'est un peu comme le monstre du Loch Ness. Tout le monde en parle, personne ne les a vraiment vus. On a des chiffres, des suppositions, des cartes colorées, mais zéro preuve solide. Une rumeur géologique qui persiste. En revanche, pour ce qui est du gaz de schiste, là, les choses sont un peu plus concrètes. On ne parle pas ici de spéculation de comptoir, mais de réserves sérieusement envisagées. Le sous-sol algérien regorge potentiellement d'énormes quantités, et cette fois, ce ne sont pas que des fantasmes. Autrement dit, pour appâter les Américains, mieux vaut miser sur le gaz que sur le mirage des terres rares. Le raisonnement était simple, comme bonjour pour conquérir Trump. Parlons son langage favori, le business. On lui déroule le tapis rouge des deals juteux du gaz à profusion du gaz de schiste en bonus, quelques promesses autour des terres rares pour pimenter l'offre sans oublier un joli contrat d'achat d'armes made in USA. Et cerise sur le gâteau, on ouvre en grand les portes du marché algérien aux géants américains. Et devinez quoi? La machine s'est mise en marche. Washington a tendu l'oreille. Trump a esquissé un sourire. Le plan fonctionnait? Oui, jusqu'à ce qu'il fonctionne un peu trop bien. Du côté de Washington, les signaux sont passés au vert. Les stratèges américains, en voyant Tebboune faire un pas de côté vis-à-vis de Moscou et tourner doucement le dos à Pékin, se sont frottés les mains. Tiens, voilà un régime avec qui on peut causer business. Et en plus, il commence à lorgner vers nous. Intéressant. Ni une ni deux, l'administration américaine dégaine les invitations partenariats stratégiques dans visites officielles, poignées de main sous les drapeaux. Et pour marquer le coup, on invite carrément le numéro 2 de l'armée algérienne à la base militaire d'Africom en août 2025. Pas un simple rendez-vous, un vrai geste symbolique, un clin d'œil géopolitique lourd de sens. À ce moment-là, tout semblait rouler comme sur des rails. Le général Mustafa Smaili, chef des forces terrestres et pressenti pour succéder à Saïd Chengriha, était reçu avec tous les honneurs. Tapis rouge déroulé sous rire de façade caméra bien cadrée, la base militaire de l'Africom en août 2025 s'est transformée en théâtre d'amabilité diplomatique. L'idylle entre Washington et Alger était lancée. Mais soudain, bim, le dossier marocain débarque sans prévenir. Comme un cheveu sur la soupe, il vient gâcher la fête. La lune de miel prend des allures de tension larvée. Les sourires se crispent, les calculs reprennent. Fin de la parenthèse enchantée. Pourquoi ça coince? Parce que pour Washington, deux copains qui se mettent sur la figure, ce n'est pas bon pour les affaires. Tu veux être dans le cercle rapproché des États-Unis? Très bien. Mais attention, le Maroc y est déjà. Et chez les Américains, l'amitié fonctionne un peu comme un club fermé, si tu veux entrer.
Il faut t'entendre avec ceux qui sont déjà membres. En clair, pas question d'être pote avec l'oncle Sam tout en mettant des bâtons dans les roues de Rabat. Tu veux jouer dans la cour des grands? Alors commence par sourire à leurs autres amis. Sinon, la porte reste entr'ouverte. Mais jamais grande ouverte. Et c'est justement là que ça coince sérieusement pour Washington. Une tension qui grimpe au Maghreb. Très mauvais calcul pour les Américains. Pourquoi? Parce que dans cette ambiance électrique, ce ne sont pas eux qui raflent la mise, mais leurs rivaux. La Chine et la Russie, toujours à l'affût, n'attendent qu'un faux pas pour s'infiltrer dans la brèche. Un climat conflictuel entre Alger et Rabat, c'est du pain béni. Pour les puissances concurrentes, elles peuvent fourguer leurs armes, caser leurs entreprises et surtout tisser tranquillement leur toile d'influence. Et pendant que les deux voisins s'étripent, Moscou et Pékin avancent leurs pions. Alors oui, pour les États-Unis, cette guerre froide version maghrébine n'a rien d'un bon deal. Pour Washington, le raisonnement est limpide. Si Tebboune cherche à se rapprocher des États-Unis, alors il doit être prêt à jouer le jeu jusqu'au bout et ça inclut la paix. Sauf que, voilà, à trop vouloir séduire l'oncle Sam, le président algérien finit par tomber dans son propre piège. Fin juillet 2025, dans un élan de diplomatie calculée ou de naïveté mal placée, Tebboune souffle à l'envoyé spécial de Trump pour l'Afrique Massad Boulos qu'il est ouvert à une réconciliation. Il n'a soi-disant aucun problème avec le Maroc, à condition bien sûr qu'on en finisse une bonne fois pour toutes avec le casse-tête du Sahara occidental. Une phrase qui, prononcée à voix haute, sonne comme un engagement, que les Américains vont s'empresser de graver dans le marbre. Et c'est là que tout s'accélère. Dimanche dernier, les Américains n'ont pas seulement écouté, ils ont enregistré. Littéralement. Pour eux, c'est acté. Tebboune est partant pour la paix. Il l'a dit, ils l'ont noté, et maintenant, ils passent à la vitesse supérieure. Un plan de paix est en cours de gestation et pas dans n'importe quelle main. C'est Jared Kushner lui-même, le gendre tout-puissant de Donald Trump, qui pilote l'opération. Oui, le même Kushner qui a orchestré les accords d'Abraham en 2020, réunissant Israël, le Maroc, Bahreïn, les Émirats et le Soudan autour d'un même tapis rouge diplomatique. Autant dire que cette fois, les Américains n'envoient pas des stagiaires. Et dans l'autre coin du ring diplomatique, un autre poids lourd entre en scène, Steve Wove, l'émissaire personnel de Donald Trump pour le Moyen-Orient. Avec Kushner d'un côté et Wove de l'autre, c'est un véritable duo de négociateurs de choc qui se forme une sorte de Dream Team, version géopolitique. Leur objectif, rien de moins qu'un accord historique entre Alger et Rabat, une paix totale, définitive, gravée dans le marbre, et tout ça dans un délai express, 60 jours chrono. Autant dire qu'on est plus proche du compte à rebours que de la diplomatie à la petite semaine. Depuis que Steve Witkoff et Jared Kushner ont balancé l'info en direct sur CBS dimanche dernier, c'est l'explosion médiatique, une véritable déflagration diplomatique. Les caméras étaient allumées, les micros tendus, et là, boum, le monde apprend que l'Algérie serait prête à signer la paix avec le Maroc. Mais attention, ce n'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde. Du côté d'Alger, ce n'est pas des feux d'artifice. C'est plutôt alerte rouge au sommet de l'État. L'effet, un électrochoc. Les dirigeants pris de court chancellent. Ce qui devait être un jeu de charme discret avec Washington s'est transformé en cauchemar de transparence diplomatique. Et voilà le nœud du drame, les dirigeants algériens ne sont absolument pas prêts à tendre la main à Rabat. Aucun geste, aucun signe d'apaisement, pas même un clin d'œil diplomatique à l'horizon. Rien. Zéro. Le calme plat côté algérien, mais pas dans le bon sens du terme. Tebboune, de son côté, pensait sans doute faire une promesse en l'air histoire de flatter les Américains et de gagner du temps, ce qu'il n'avait pas prévu. Que Washington prenne ses paroles au sérieux. Très au sérieux, et qu'il dégaine un plan de paix ficelé estampillé urgent avant même le passage à 2026. Résultat, le président algérien est pris de vitesse et à contresens. Ce que Tebboune cherchait, ce n'était pas vraiment la paix, c'était le chrono. Gagner du temps, faire patienter Washington, jouer la carte du charme. Il voulait caresser l'Amérique dans le sens du poil décroché, un petit label allié stratégique et, si possible, une poignée d'avantages en prime. Alors il a sorti le grand jeu. Avec un sourire diplomatique bien calibré, il leur balance « Bien sûr que je veux la paix avec le Maroc. La guerre.
Quelle idée! Une déclaration sur mesure taillée pour flatter les oreilles américaines. Sauf que voilà, parfois dire ce que l'autre veut entendre, c'est aussi signer un engagement, sans même s'en rendre compte. Et là, attention, car les choses deviennent sérieuses. Quand les Américains sentent qu'on les mène en bateau, ils ne restent pas les bras croisés. Ce ne sont ni la Tunisie, ni la Mauritanie, et sans vouloir manquer de respect, ce ne sont pas non plus des mouvements comme le Polisario ou quelques entités sans véritable poids sur l'échiquier mondial. Non, ici on parle des États-Unis d'Amérique, et face à eux le bluff ne passe pas. La superpuissance mondiale, elle écoute, elle enregistre et surtout, elle agit. Tromper Washington, ce n'est pas jouer avec le feu, c'est s'amuser avec un baril de poudre en pensant qu'il est vide. Avec les Américains, les promesses ne flottent pas dans l'air. Elles doivent se poser quelque part. Et ce quelque part, c'est un document signé, tamponné, validé. J'en parle en connaissance de cause, j'ai mis les pieds là-bas, j'ai vu comment ça marche. Chez eux, les belles phrases ne valent rien sans un acte concret derrière. Tu leur dis « Je veux la paix avec le Maroc ». Très bien. Ils sortent vite leur stylo rédigeant un plan et te répondent « Alors signe ici ». Pas de peut-être, pas de on verra. Juste des faits, et si t'es pas prêt à les écrire noir sur blanc, pour eux c'est que t'as jamais vraiment voulu la paix. Mais à Alger sur le terrain, c'est le calme d'apparence. Parce qu'en réalité, c'est toujours le mode conflit qui est activé. Aucune ouverture, aucun signal, aucun frémissement de volonté de paix avec le Maroc. Zéro. Le climat reste verrouillé. Dans les médias algériens, le Maroc est encore et toujours présenté comme le grand méchant loup. La machine à diaboliser tourne à plein régime télépublic, chaîne privée. Tous participent à alimenter un feu qu'on prétend vouloir éteindre. Et pendant ce temps-là, la diplomatie officielle ne fait pas mieux mobiliser, non pas pour construire des ponts, mais pour creuser des fossés. À ce rythme difficile de croire qu'un virage vers la paix est réellement en préparation. S'il y avait eu ne serait-ce qu'une once de détente dans l'air, un tout petit signe d'apaisement, les autorités algériennes, ou au moins leurs médias, auraient sauté sur l'occasion pour adresser un mot, un simple « bravo » au Maroc pour son triomphe en Coupe du Monde U20. Mais non, silence radio, pas même un tweet tiède. Et si vraiment la paix était dans les cartons, si l'intention de régler le conflit existait quelque part dans les couloirs du pouvoir, on aurait déjà entendu un « pourquoi pas », un « on est disposé à discuter ». Rien de tout ça. Pas une déclaration encourageante, pas la moindre ouverture. Comme si tout était verrouillé. Ou pire, comme si on ne voulait surtout pas que ça change. Les Américains, eux, ne tournent pas autour du pot. Depuis le début, leur position est limpide, l'indépendance du Sahara occidental hors de question. Et ça ne changera pas. Pour Washington, la seule voie vers la paix passe par le fameux plan d'autonomie. Autrement dit, le territoire reste marocain, mais bénéficie d'une gestion autonome encadrée. Et si réconciliation il doit y avoir entre Alger et Rabat, ce sera dans ce cadre-là. Pas à côté, pas en dehors, pas autrement. Sauf que voilà, aujourd'hui, les discours algériens ne rentrent toujours pas dans ce moule. Le point de rencontre proposé par les États-Unis reste un rendez-vous manqué. Du côté d'Alger, le mot « autonomie », surtout s'il est accolé à Sahara occidental, reste un tabou bien verrouillé. On ne l'accepte pas, on ne le reconnaît pas et surtout, on évite soigneusement de l'officialiser. C'est un non-dit qui en dit long. En vérité, le régime n'est toujours pas prêt à avaler cette pilule-là. Et pourtant, faire la paix avec un adversaire, ça commence par un minimum de gestes. On baisse le ton, on modère ses attaques, on met de l'eau dans son vin. Bref, on amorce un pas vers l'autre. Sauf que là, aucun signe, aucun geste, aucun frisson diplomatique. Rien. Le régime reste figé comme s'il attendait la paix, sans bouger le moindre orteil. Aujourd'hui, Tebboune se retrouve coincé dans son propre engrenage. Le piège s'est refermé et le tic-tac américain résonne de plus en plus fort. Dans à peine 2 mois, Washington viendra frapper à sa porte avec un plan sous le bras estampillé « Peace Deal ». Et là, attention, refuser, ce serait signer son isolement politique vis-à-vis de la Maison-Blanche et de Donald Trump en personne. Et que dira l'oncle Sam, rien de plus tranchant qu'un sourire diplomatique et une réplique glaciale « Monsieur, vous nous aviez assuré vouloir la paix. On a pris votre parole au sérieux. Voilà notre proposition. » Certes, vous pouvez débattre de quelques détails,
Mais si vous rejetez l'ensemble, surtout une formule basée sur l'autonomie, alors ne venez pas parler de bonne foi. Deux pistes majeures ont toujours été sur la table pour sortir du bourbier du Sahara occidental. La première, découper la région comme un gâteau et distribuer les parts. La seconde, plus réaliste aux yeux des puissances, repose sur l'idée d'une autonomie avancée proposée par Rabat. Un cadre souple, ajustable, où chaque virgule peut être discutée, chaque article renégocié. Bref, tout est ouvert. Sauf une chose, l'indépendance pure et simple. Sur ce point, le verdict est sans appel. Pas seulement de Washington ou Paris, même Moscou, par la voix de Poutine, a tracé une ligne rouge. Si toutes les parties s'accordent sur l'autonomie, alors la Russie s'y ralliera. Mais un État indépendant, hors de question. Aucun État sérieux ne parle d'indépendance et surtout pas les géants comme Pékin ou Moscou. Même en voulant se démarquer de Washington, il reste prudent. Nous sommes favorables à toute issue conforme au droit international, tant que chaque partie concernée donne son feu vert. Voilà le discours. Et dans ce cadre, les États-Unis s'apprêtent à sortir leur propre plan. Si Rabat et Alger donnent leur bénédiction, le document filera tout droit vers le Conseil de sécurité. Et si ça passe là-bas, direction l'Assemblée générale de l'ONU. Un projet taillé pour devenir global, à condition que les principaux intéressés jouent le jeu. À la fin du jeu, c'est l'ONU qui aura le dernier mot. Je vous épargne les détails techniques, mais le schéma est clair. Alger et Rabat doivent d'abord donner leur feu vert pour que l'accord soit validé, que ce soit par le Conseil de sécurité ou l'Assemblée générale. Mais voilà où le bat, Blaise Tebboune, est désormais coincé. Il ne peut plus reculer. La balle est dans son camp et le plan américain attend une réponse claire. S'il rejette le projet, il ne sera pas simplement perçu comme hésitant. Non, il sera étiqueté, classé, rangé dans la catégorie des obstructionnistes, non seulement par Washington, mais aussi par toute la scène internationale. Soyons clairs une bonne fois pour toutes, l'idée d'un Sahara occidental indépendant ne fait pas vibrer les capitales du monde. De Washington à Pékin, en passant par Addis Abeba et Bruxelles, personne ne se bouscule pour soutenir un micro-État de 300 000 âmes structuré autour de logiques tribales, sans véritable ossature économique ni garantie sécuritaire. Depuis que le chaos a englouti le sud du Soudan, l'enthousiasme pour ce genre d'aventure géopolitique a fondu comme neige au soleil. Qui peut assurer que ce nouvel État ne deviendra pas un terrain de jeu pour les mafias, les djihadistes ou les seigneurs de guerre? Honnêtement, même ceux qui font semblant d'y croire n'y croient pas vraiment, et il est temps de l'admettre. On pourrait presque les compter sur les doigts d'un lézard mutant à 3 mains, ces pays qui défendent encore l'idée d'un Sahara occidental indépendant, l'Algérie évidemment, mais aussi Cuba, le Venezuela, l'Afrique du Sud, bref des nations aux idéaux respectables, à l'histoire marquée par la lutte. Mais soyons honnêtes, la géopolitique d'aujourd'hui ne se nourrit plus de symboles glorieux. Dans le monde actuel, implanter un nouvel État, c'est jouer avec de la nitroglycérine diplomatique. Personne ne le dit trop fort, mais tout le monde pense la même chose. Ce n'est pas le moment. C'est pas de la fiction, c'est une alerte rouge clignotante. Créer un État minuscule sans colonne vertébrale institutionnelle, c'est ouvrir grand la porte aux mafias internationales, aux groupes djihadistes et aux parrains de l'ombre. On parle d'un territoire qui risque de devenir un terrain de jeu pour les puissances étrangères en quête d'influence. Et ce n'est même pas une théorie déjà aujourd'hui, des pays africains bien plus anciens, indépendants depuis les années 60, peinent encore à défendre leurs frontières. Alors un mini-État de 300 000 âmes. Comment garantirait-il sa souveraineté ou sa sécurité? Ce n'est ni un plaidoyer pro-Maroc, ni une pique anti-Algérie. C'est juste le constat brutal du réel. Quand tu constates que des pays entiers comme le Mali, le Niger ou encore le Burkina Faso peinent déjà à garder le contrôle sur leur propre territoire avec des zones entières livrées à des groupes armés. Quand tu vois que de petits États comme la Guinée-Bissau sont à 2 doigts de tomber sous l'emprise de mafias transnationales ou d'intérêts étrangers, alors tu te poses une question simple. Le Sahara occidental, lui, il va survivre comment? Dans ce chaos mondial, la seule issue réaliste pour les États-Unis, pour l'Occident et même pour des géants comme la Chine ou la Russie, reste l'option d'une autonomie encadrée. Il n'y a pas 50 chemins, il n'y en a qu'un. On peut tourner ça dans tous les sens, mais il faut rester lucide, personne n'y croit vraiment.
On veut bâtir un État d'accord, mais avec quelles ressources? Il va subsister grâce à quoi? À moins bien sûr qu'il ne devienne une extension déguisée de l'Algérie. Et là, c'est une autre affaire, car s'il est placé sous la tutelle d'Alger, on parlera d'autonomie, pas d'indépendance. Et dans ce scénario, c'est l'Algérie qui posera ses conditions, qui avancera ses exigences, qui ajustera les lignes. Voilà en réalité le cœur du compromis qui sera mis sur la table, une autonomie contrôlée, validée, encadrée et surtout négociée avec l'Algérie. Si Tebboune finit par refuser, ce ne sera peut-être pas par conviction, mais par nécessité. Parce que s'il ose dire oui trop vite, c'est la tempête assurée à Alger. Les généraux risquent de bondir. Comment ça, on va tendre la main au Maroc? Et notre ennemi héréditaire, on le range au placard? Mais alors, on explique comment nos milliards de dollars engloutis dans l'armée, on justifie comment un budget de défense à 20 milliards sans menace à l'horizon. Bref, dire oui, c'est ouvrir la boîte de Pandore au sommet de l'État. Et puis, deuxième casse-tête, que va-t-on faire du Polisario? Et oui, un plan de paix, c'est joli sur le papier, mais concrètement, on range le Polisario, où pendant des décennies, des milliards ont été injectés pour faire vivre ce mouvement. Et les camps de réfugiés à Tindouf, ils deviennent quoi? Bon, admettons que les civils rentrent au Sahara occidental, très bien. Mais les milices, les gars en armes, le Maroc va-t-il vraiment ouvrir les bras à ses combattants? Ou bien on les désarme, on les recycle? Qui va gérer cette poudrière? Personne n'ose répondre. Va-t-on rejouer le même scénario qu'avec les milices Touareg dans le nord du Mali? Un beau projet sur le papier, un fiasco sur le terrain. La tentative a viré à l'échec cuisant. Trop d'armes, trop de clans, trop d'intérêts. Et Tebboune, lui, s'est aventuré un peu trop loin dans sa danse de séduction envers Washington. Il pensait peut-être naïvement que les Américains allaient hausser les épaules, sourire poliment et ne pas plonger à fond dans le dossier explosif du Sahara. Mais surprise, les États-Unis, cette fois, ont mis les deux pieds dedans. Tebboune s'imaginait qu'un petit discours mielleux allait suffire pour endormir Washington. L'Algérie. Jamais elle ne lèvera la main sur le Maroc. On veut la paix, la réconciliation, la fraternité. Très bien, les Américains l'ont pris au mot « tu veux te rabibocher, parfait ». Voici notre plan, clair, structuré, concret. Et là, plus moyen de fuir si tu refuses, ce ne sera plus le Maroc l'agresseur, mais toi, Tebboune, qui endossera le costume du perturbateur, du fauteur de troubles, de celui qui dit non à la paix, sous les projecteurs du monde entier. Refuser un accord de paix devant Donald Trump. C'est comme appuyer sur un gros bouton rouge marqué « Danger ». Car une fois catalogué comme hostile par Trump, tu ne deviens pas simplement problématique. Tu passes en mode alerte maximale. Aux yeux de Washington, tu incarnes alors l'instabilité, tu représentes une menace. Et dans le pire des cas, tu es directement rangé dans la catégorie des ennemis des États-Unis. Et là, bonne chance pour te racheter une image. Se retrouver dans la ligne de mire des États-Unis et plus encore de Donald Trump, ce n'est certainement pas le fantasme d'un chef d'État équilibré. Ce n'est pas un trophée, c'est une épée de Damoclès. Il faut sérieusement remettre les pendules à l'heure. Ce dirigeant a urgemment besoin d'un entourage qui tient la route, une diplomatie solide, des experts lucides, des stratèges qui osent lui dire les choses en face. Parce que là, clairement, ça déraille. On ne dirige pas un pays comme on tient une boulangerie de quartier. Pourtant, lui, il traite les dossiers les plus sensibles de l'État avec la désinvolture d'un vendeur de croissants. C'est pas juste risqué, c'est carrément suicidaire. Et dans cette partie d'échec géopolitique, le piège tendu par Washington pourrait bien se refermer. Non pas sur lui seul, mais sur tout un pays. Évidemment que tout le monde veut la paix, qui irait souhaiter la guerre et refuser une main tendue, surtout quand elle vient accompagnée d'un plan de sortie de crise, c'est jouer avec le feu. L'Algérie, oui, doit défendre ses lignes rouges, assurer sa souveraineté et s'assurer que la résolution du dossier saharien s'accompagne de garanties solides. Mais encore faut-il avoir les bons outils en main, une stratégie claire et surtout une équipe prête à monter sur le ring diplomatique avec autre chose que de la gesticulation improvisée. Franchement difficile de croire une seule seconde que ce régime ait la moindre préparation ou la moindre stratégie pour affronter des négociations sérieuses. Et soyons clairs, rien, absolument rien ne laisse penser qu'il y aurait en coulisses la moindre volonté de tendre la main au Maroc. La paix, la réconciliation.
Pour l'instant, ça ressemble plus à un mot qu'on évite soigneusement de prononcer. Soigneusement de prononcer.